Le Parti conservateur du Québec. Je sais, vous pensez qu'il n'existe pas. Pourtant, il existe. Il y a eu des grenailles lors des dernières élections. Il avait présenté 27 candidats dans les 125 comtés. Puis, on a l'impression que, dans le fond, le Parti conservateur du Québec, c'est plus la CAQ maintenant ou ceux qui sont ressortis de l'ADQ. Or, il semble qu'il soit bien en vie, qu'il y ait une course à la chefferie. Et qu'il y ait un homme d'affaires connu, Adrien Pouliot, qui voudrait en devenir le patron. Bonjour, M. Pouliot. Bon matin, Myriam. Comment ça va? Très bien, vous? Oui, vous êtes le même Adrien Pouliot qui a été patron de TQS pendant un bout de temps. Oui, exactement. Fondé par votre père, si je ne m'abuse, Jean Pouliot. Oui. Et vous n'êtes pas le petit-fils du mathématicien qui a donné son nom à un pavillon à l'Université Laval? Exactement, c'était mon grand-père, ouais. C'était votre grand-père, ça. OK, ouais. Bon. Donc, Adrien Pouliot de l'Université Laval, c'est le grand-père du Adrien Pouliot qui veut se lancer à la chefferie du Parti conservateur du Québec. Expliquez-la moi, je la comprends pas. Ben, écoutez, Myriam, moi, j'ai œuvré un petit peu à l'ADQ en 2011 et mon approche à la commission politique, c'était de mettre d'abord et avant tout l'individu au centre des préoccupations de l'État. C'était de s'assurer que les élus représentaient d'abord leurs électeurs, que l'État avait un rôle essentiel, oui, mais il fallait que ce soit un rôle qui était bien défini, laisser de la place à l'entreprise privée, à l'innovation, à l'entrepreneuriat. Et donc, j'étais confortable quand j'ai travaillé à l'ADQ pendant à peu près 1 an à la commission politique. Quand il y a eu la fusion avec M. Legault, en fait, je vais vous dire quelque chose. Avant d'aller à l'ADQ, je suis allé m'asseoir avec François Legault et on a jasé pendant 4 heures chez lui. Puis là, je suis ressorti de là puis je me suis dit, mon Dieu, François Legault, c'est pas quelqu'un de la droite fiscale, c'est quelqu'un finalement qui est de gauche. Lui, son approche, je suis de la gauche efficace. Moi, François Legault, je vais être capable de gérer le gros État qui dépense 70 milliards de dollars par année. Mais moi, Myriam, je pense que l'État est rendu tellement gros qu'il est pratiquement ingérable. Et François Legault, Mme Marois, M. Charest sont pas capables de bien gérer un si gros État que ça parce que, fondamentalement, l'État est là pour dépenser l'argent des autres, pour le bénéfice des autres, et donc, ils n'ont pas d'incitatif à bien dépenser notre argent. Alors moi, finalement, je suis pas embarqué avec l'histoire de la CAQ. Donc, vous vous êtes retrouvé orphelin de parti. Exactement. Parce que vous n'en trouvez pas assez à droite pour vous. Quand je parle de droite, je parle de droite économique. Oui, exactement. Je regarde les propositions de François Legault. D'abord, je dois dire qu'ils sont très bons, tous les partis politiques, particulièrement la CAQ, sont très bons pour faire des constatations. Alors ça, on est très bons, là, des rapports, on a, puis des statistiques, puis alors ça, on est très bons pour réaliser qu'on est les plus endettés quasiment de toutes les provinces, puis de toutes les juridictions de l'Amérique du Nord, etc., etc. Le diagnostic, ça marche. Ouais, ça, Ce qui marche pas, c'est le remède. Mais là, le problème, c'est, OK, comment est-ce qu'on guérit le patient? Et je pense que M. Legault n'a pas les bonnes approches. Quand on dit coupons 2000 emplois chez Hydro-Québec, ben l'épargne de 600 millions, là, moi, je pense qu'elle devrait réduire la dette du Québec puis réduire le déficit. Ce que M. Legault fait, c'est il dit oh bien, regardons ça, j'ai trouvé 600 millions, où c'est que je pourrais le dépenser? Ah tiens, je vais augmenter le salaire des professeurs de 20 ça va faire diminuer le décrochage scolaire. Mais là, j'ai dit à François, j'ai dit les professeurs, s'ils sont payés 20 de plus du jour au lendemain, ils ne seront pas meilleurs du jour au lendemain. Non. Alors, d'autant plus qu'il y a une étude qui vient de sortir démontrant que les professeurs sont aussi bien payés que dans les autres provinces, ce qui n'est pas le cas des infirmières d'ailleurs. Ah, ça, c'est intéressant, Mme Segal. Vous l'avez lu, cet article-là. Moi aussi, j'ai vu ça. Je trouve ça fascinant. Finalement, ce qu'on conclut de cet article-là, c'est que les professeurs sont, par rapport au reste de la population, aussi bien payés, ou mieux payés au Québec que dans bien des endroits au Canada. Alors donc, c'est toujours l'approche que ces gens-là ont, c'est toujours qu'est-ce que l'État peut faire pour régler nos problèmes. Moi, je suis plutôt d'avis que les Québécois sont des gens ingénieux, astucieux, débrouillards, et que si le gouvernement se tasse du chemin, les Québécois sont capables de faire face aux défis et trouver des solutions à leurs problèmes. Et plutôt que de toujours avoir le réflexe de dire il faut passer une loi pour régler tel problème, moi je dis laissons les Québécois trouver leur propre solution, donnons-leur le champ libre et ils seront capables d'arriver à des bonnes solutions. Mais ça, c'est ce que vous pensez, mais en réalité, là, chaque fois qu'on a un problème, c'est qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Le gouvernement devrait
Exactement. Je suis pas sûr que les... Le gouvernement devrait, 3 petits points, puis là, mettez ce que vous voulez après. Ouais. Et ça fait 30 ans qu'on essaye ça. Et aujourd'hui, non seulement on a un État qui est gros, obèse, inefficace, mais on a une dette qui nous met au niveau de quasiment la 5e nation la plus endettée au monde, selon le ministère des Finances du Québec. Et puis on les a pas réglés, les problèmes. Mais alors, de changer de chef cuisinier dans la cuisine avec le même livre de recettes, ça marche pas. Il faut changer le livre de recettes. D'un autre côté, dans les domaines où on a laissé libre cours à l'entreprise privée, on s'est fait fourrer d'aplomb, notamment dans le monde de la construction. Oui, mais il faut se poser la question, Myriam, ça c'est une bonne réflexion, une bonne question. Est-ce que vraiment c'est du marché libre, ça, ou est-ce que c'est pas plutôt du copinage politique? Moi, je suis pas en faveur du copinage de compagnie, là. Je suis pas en faveur du bien-être social pour les compagnies. Mais si vous n'avez pas un État fort pour empêcher qu'il y ait du copinage, il va y en avoir. C'est la nature même des tricheurs. C'est-à-dire que ça prend quand tu donnes un sous-contrat, comme par exemple, moi, j'ai été un des plus gros sous-traitants de Bell Canada. Je faisais toute l'installation du filage intérieur au Québec puis en Ontario. J'avais 2800 employés et ça s'appelait Entourage Solutions Technologiques. C'était à vous, ça? Oui, c'était à moi, ça. C'était à moi pendant 5-6 ans. Et donc, j'étais un très, très gros sous-traitant de Bell Canada. Je peux vous dire une chose, là. Bell Canada, il était sur mon dos à tous les jours. Il checkait tout ce que je faisais. Oui. Puis si je faisais quelque chose de croche, il me le disait. Alors, quand ils ont donné tout ce travail-là en sous-traitance, les gens de Bell Canada se sont pas croisés les bras puis ils sont allés se faire bronzer en Floride. Là. Ils sont restés là puis ils ont checké ce que je faisais. Oui, mais ça prend... Dans ce sens-là, oui, l'État doit être fort pour s'assurer que quand il donne des sous-contrats, que ça soit bien fait. Il faut avoir aussi des mécanismes. Mais c'est possible. Regardez l'autoroute 30 à Montréal, regardez le pont de la 25 à Montréal. Je prends ces deux exemples-là de PPP. Les incitatifs étaient bien bâtis dans le contrat et c'était à l'avantage de l'entrepreneur de bien faire le travail sous le budget puis à l'intérieur des délais. Mais regardez, là où l'État a cessé de surveiller, par exemple dans les barrages, à un moment donné, on a dit, ils vont s'auto-surveiller, ils vont mettre des petits rapports, les propriétaires de barrages. On a eu le déluge du Saguenay, il n'y a pas un propriétaire de barrage, y compris le gouvernement lui-même, qui était capable d'ouvrir ses pelles quand c'était le temps. Parce que il s'auto-surveillait. Alors, quand l'État se retire, là, le laxisme s'installe. Non, c'est-à-dire que moi je dis pas que l'État doit se retirer complètement. Ce que je dis, c'est que dans la prestation des services, l'État n'est pas meilleur et normalement est plus inefficace que le privé. Ça ne veut pas dire que quand l'État passe une commande, il devrait se faire fourrer, là. Et donc, quand l'État passe des commandes, il faut, qu'il y ait en appel d'offres pour avoir les meilleurs prix. Et deuxièmement, il faut qu'il surveille les travaux. C'est quand tu achètes une maison, puis tu t'embauches un entrepreneur, il faut que tu sois là pour le surveiller, là. Je veux dire, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Mais ça ne veut pas dire que l'État doit tout faire lui-même. Il faut que l'État, je suis d'accord, prenons la santé, parce que c'est un exemple qu'on prend souvent, la santé. Moi, je pense que dans la santé, le gouvernement a un rôle à jouer différent entre le financement et la prestation des soins. Dans le financement, le système de santé doit rester universel, puis c'est pas l'épaisseur du portefeuille qui devrait déterminer l'accès aux services de santé. Ça, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Par contre, on devrait prévoir que les Québécois ont le droit de souscrire personnellement à des assurances privées, ce qui augmenterait le montant d'argent dans le système. Mais regardons, par exemple, comment l'État gère les hôpitaux. L'État, il dit, je te donne une enveloppe à l'hôpital, je te donne une enveloppe, là, puis c'est un montant fixe basé sur ce qui est arrivé l'année passée, plus l'inflation, ce genre de choses-là. Les hôpitaux ont aucun incitatif à être plus productifs ou à améliorer l'accès ou à réduire les temps d'attente. Si vous êtes un directeur général... Parce que les temps d'attente ne figurent pas parmi ce qui permet d'évaluer la performance d'un hôpital. Oui, à chaque fois que vous rentrez dans l'hôpital, Mme Segal, le directeur général qui vous voit rentrer dans l'hôpital, lui, il dit « Oh non, pas encore un client, ça va gruger mon budget de dépenses. » C'est ça. Il faudrait que le directeur général dise « Bienvenue, Mme Segal, je suis tellement content de vous voir parce que dans sa tête, c'est une source de revenus. » Alors, il faut donner les bons incitatifs. Il faut qu'on dise aux hôpitaux « On va vous payer selon les opérations que vous faites. »
Mais, plus vous allez faire d'opérations, plus on va vous payer. Alors là, évidemment, les hôpitaux vont avoir un incitatif à réduire les coûts inutiles, puis la durée des séjours, libérer des ressources pour traiter davantage de patients. Mais là, M. Pouliot, on est dans l'idéalisme, OK? Je comprends votre idéal. Le problème, c'est la structure politique. Vous avez un parti qui a fait point 18, c'est ça? Point 18%? Un tout petit parti. Un tout petit parti, le Parti conservateur du Québec. Vous êtes méconnu. Vous risquez, si jamais vous faites votre niche, vous risquez fort de diviser le vote, notamment à la CAQ, et donc de remettre les libéraux au pouvoir. Si on avait eu ce raisonnement-là, le Parti québécois serait pas venu au pouvoir, puis la DQ ne serait pas venue au pouvoir. Mais le Parti québécois a tué le Parti conservateur à l'époque. En fait, qui s'appelait l'Union nationale. Mais c'est certain que dans le système qu'on a, quand on commence un parti, c'est sûr que on peut aller chercher les votes de deux façons. On peut aller chercher les votes d'autres partis, ou on peut intéresser des citoyens à aller voter alors qu'ils ne seraient pas allés voter autrement. Si je prends par exemple l'ADQ, quand on regarde les votes qui sont allés chercher en 2003 et surtout, Myriam, en 2007. En 2007, c'est bien intéressant parce que quand on regarde le nombre de gens qui votent pour les libéraux et les péquistes, c'est à peu près 1,5 million à chaque élection depuis l'an 2000. Oui. À peu près, là, plus ou moins. Là, puis ça a augmenté un petit peu pour le PQ en 2012, mais c'est à peu près 1,5 million chacun. Mais évidemment, ils sont dans des comtés différents, puis ils sont concentrés de façon différente, ce qui fait que, tu as plus ou moins de députés. Mais la grosse différence en 2007, c'est qu'il y a un paquet de gens qui avaient jamais voté, qui sont allés voter. Et ils sont allés voter pour l'ADQ en 2007. Et c'est ça qui a fait la poussée de l'ADQ en 2007 et jusqu'à un certain point, un peu la poussée de la CAQ en 2012. Alors, il s'agit, je pense, non seulement d'aller chercher les gens qui ne sont pas satisfaits des partis actuels, les orphelins politiques, mais aussi les gens qui ne votent pas parce qu'ils sont cyniques, parce que ça fait 30 ans qu'on dit que l'État va régler les problèmes, puis qu'il ne règle pas les problèmes. Alors, il y a toute une masse de gens qu'on peut aller chercher et je pense qu'ils peuvent entendre un discours qui, finalement, mon discours, c'est un discours de gros bon sens. Là. Je réinvente pas la roue. Là. Je suis pas un universitaire, moi, qui arrive avec des phrases qui sont incompréhensibles. Vous allez vous présenter dans quel comté si vous devenez chef du Parti conservateur? La première étape, Myriam, c'est d'être élu chef du Parti conservateur du Québec. Et deuxièmement, je vais me trouver un comté, probablement dans la région de Québec. Okay. Je pense qu'il est la région plus fertile, c'est là où l'ADQ vraiment a eu les racines et où je pense qu'il y a le plus de gens de l'ADQ qui sont orphelins depuis la fusion avec la CAQ. Donc, vous pourriez, si par exemple le gouvernement péquiste tombait au mois de mars-avril, vous pourriez être prêt? Oh, je pense pas que ça va arriver. Moi, je pense qu'on n'aura pas d'élection avant 2014. Et c'est sûr que ça arrive. Si ça arrive la semaine prochaine, je ne serai pas prêt. Mais vous savez, moi, là, je suis pas dans un sprint, je suis dans un marathon. Mon objectif, c'est de jeter les bases d'un parti qui est fiscalement conservateur, qui va être en faveur, qui va s'intéresser au sort des contribuables et des consommateurs. Et ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. Quand j'ai cofondé l'Institut économique de Montréal en 1980, à la fin des années 90, mon objectif, c'était que ça prendrait 5 à 10 ans avant que l'Institut devienne reconnu mondialement, et c'est maintenant le cas. Moi, je suis pas pressé. Le Parti conservateur du Canada. À vaincre sans effort, on triomphe sans gloire. Alors donc, je vais prendre le temps. J'ai la chance d'avoir 56 ans, d'avoir été chanceux en affaires et de pouvoir me consacrer à ça. Je suis passionné par ça. Je suis passionné par le Québec, mais je suis passionné par les politiques publiques. Et comme bien du monde, je suis attristé de voir que le Québec prend pas la bonne voie et est en déclin tranquille, doucement, à cause d'un gouvernement qui est inefficace, bureaucratique et coûteux et obèse. Le Parti conservateur du Canada vous appuie-t-il? Simon quoi, pardon? Le Parti conservateur du Canada vous appuie-t-il? Êtes-vous le petit frère de Stephen Harper? Écoutez, c'est pas plus que le Parti libéral du Québec et le petit frère du Parti libéral du Canada. Là. C'est le même genre de parenté. Disons que c'est sûr qu'il y a des gens qui ont il y a certaines idées qui peuvent intéresser l'un et l'autre, mais il n'y a pas vraiment de lien formel entre les deux, là.